Bonjour à vous et bienvenue pour ce chapitre 5 de la partie 2 du voyage dans les émotions, la mort m'a réveillée. Chapitre 5, mars 2013, sortir de sa zone de confort. Le vendredi de l'inconnu est finalement arrivé et une certaine excitation doublée d'une petite anxiété montait en moi. Je n'avais jamais réellement pris l'avion seul pour un déplacement privé, préférant voyager accompagné pour partager mes impressions. Je n'étais pas à l'aise à l'idée de ne connaître personne, de potentiellement manger seule, de ne pas savoir quoi dire à des inconnus. J'étais sociable avec mes amis, mais je luttais avec moi-même pour discuter avec des personnes que je ne connaissais pas. J'étais assez introvertie quand j'étais un terrain étranger. Je me mettais en mode écoute et avais des difficultés à exister, à parler, à m'exprimer. Alors, partir 3 jours dans le nord-est de la France, prendre l'avion pour Nantes, louer une voiture et rouler jusqu'à Azay-le-Rideau où m'attendait je ne savais pas vraiment qui, c'était comme sauter dans le vide. Je respirais profondément et me lançais. Je découvrais aussi une certaine sensation grisante de liberté qui contrastait avec cette petite peur au ventre que je gardais comme une amie affectueuse. J'y allais en mode découverte, on verra bien, tout en ayant cet espoir que cela réponde à certaines de mes questions et attentes. En attendant la voiture à Nantes, je me suis mise à rire. Je venais de dépasser la première étape, de prendre cet avion et de me retrouver dans le feu de l'action. Je récupérais une petite Fiat 500 où ma valise rentrait à peine. Alors que je m'installais et préparais le GPS, je me félicitais déjà de ma victoire sur ma timidité et mon anxiété. La route se dévoilait peu à peu devant mes yeux et je me prenais au jeu de savourer la liberté de la conduite vers ma destination, tout en contemplant le paysage. Je passais dans une région que je n'avais jamais visitée, où les châteaux défilaient les uns plus beaux que les autres. J'arrivais à destination en avance, un peu avant la tombée de la nuit. J'avais la gorge nouée. Mon vrai défi personnel commençait à ce moment-là. Afin de me calmer et de faire passer le temps jusqu'à l'heure convenue d'accueil, je décidai de marcher un peu dans la ville, de chercher le château et d'en faire le tour. Je voulais éteindre ma petite voix peureuse en lui montrant que de toute façon nous étions là, alors autant en profiter. Puis l'heure est venue de sauter à pieds joints dans le renouveau. Je me suis rapprochée de la porte et j'ai sonné. Pendant la seconde d'attente, mon corps, mon cœur et mon âme ne savaient plus où se mettre, les émotions sans dessus dessous. L'impatience, la peur, l'excitation. Et la porte s'est ouverte et l'accueil a été chaleureux. J'étais la première, j'avais la possibilité de choisir ma chambre pour les 2 prochains jours. Je suis montée à l'étage, j'ai tout installé et j'ai relâché ma respiration. Puis j'ai attendu tranquillement avec les membres de l'association que les autres séminaristes qui dormaient là cette nuit se présentent. Arriver en avance m'a permis de faire connaissance avec les responsables, de discuter, de créer ce terrain connu qui me mettait plus à l'aise. Une, puis deux, puis trois, et encore d'autres personnes nous ont rejoints, et j'ai fait leur connaissance au fur et à mesure de leurs arrivées. J'aidais même certaines à s'installer. Nous nous comprenions très bien. Nous étions tous en train de vivre un défi personnel, de chercher à donner du sens à notre vie. Nous avions tous un parcours différent, et chacun écoutait l'autre, puis révélait certains pans de sa vie privée. Ces échanges avec de parfaits inconnus 3 minutes auparavant m'ont enchantée, car je n'avais pas peur de me dévoiler un peu, d'être face à eux dans ma fragilité et ma force. J'existais avec eux. Pendant le repas, on se retrouvait comme de vieux amis perdus de vue. Nous riions, nous refaisions le monde, nous parlions de nos aspirations. Nous avions tous l'attente du lendemain et du séminaire, mais ce soir-là, je me couchais en pensant au fait que j'avais eu raison d'aller au-delà de ma zone de confort. Au matin, je me levais avec un grand sourire, l'impatience me gagnait. Je retrouvais mes camarades de la veille pour un petit déjeuner. Nous avons bavardé avec joie. Nous ressentions tous la même envie d'en savoir plus, le même désir de vivre autre chose, mais également la même agitation quant à l'entretien psychologique que nous allions passer. Je comprenais complètement la nécessité de cette étape. Cela me rassurait de savoir que nous étions suivis et évalués, aptes, avant de partir, mais cela m'inquiétait aussi. Et si je n'étais pas apte? Pendant le séminaire, nous avons abordé des domaines complètement nouveaux pour moi, tels que la géopolitique, la sécurité, l'hygiène de vie en mission, les préventions avant de partir. Une des présentations et discussions m'ont énormément marqué. Il était question de comment gérer le retour. Comment gérer votre regard sur la vie chez soi quand vous aviez vécu des événements difficiles sur place, où vous aviez vu des choses indescriptibles et parfois été confronté à une certaine impuissance. Oui, comment être indulgent envers ceux qui n'étaient pas partis
et qui pouvaient se plaindre ou ne pas réaliser la chance qu'on avait de vivre en France. Rester bienveillant, car ce que l'on vivrait sur place serait personnel, nous mettrait dans une autre perspective de la vie, des relations humaines. Cette préparation au retour, avant même de partir, était une véritable bénédiction, car cela me mettait dans la perspective de ce changement profond de perception que je cherchais. Si je voulais changer intérieurement, je devais également changer mon regard sur le monde, sur les gens, mais aussi mon indulgence sur moi et les autres. Nous avons ensuite discuté des missions, du cadre dans lequel nous évoluerions, des briefings et des débriefings que nous ferions sur place pour s'exprimer, pour communiquer entre nous. Car les émotions étaient multipliées et nous ne pouvions laisser des non-dits mettre en péril les relations entre les bénévoles. Plusieurs missions de soutien médical où des médecins, infirmiers et dentistes étaient nécessaires, mais également des personnes non médicales pour préparer les lieux, s'occuper de la logistique. Je sentais que je pouvais avoir ma place. Puis l'entretien. Je n'avais pas ressenti cette sensation depuis très longtemps, un entretien pour un sujet qui me tenait à cœur, vraiment à cœur. Attendre devant la porte fermée d'être appelé, entrer dans la pièce avec cette table et ces deux chaises l'une en face de l'autre, et répondre aux questions. J'ai été honnête, ouverte, réaliste, déterminée. J'avais déjà vu la misère en Inde, je savais à peu près à quoi m'attendre. Et j'ai tout expliqué. Le décès de mon père, les questions existentielles, le retour en enfance vers mes rêves et mes aspirations. Après 1 heure de discussion, je me sentais bien et ressortais de la pièce soulagée et un sourire aux lèvres. Adviendrait que pourra. Il ne me restait plus qu'à attendre le résultat, avec mes collègues qui étaient au même point que moi. Les échanges continuaient, les rires fusaient. Je me sentais bien. Je rencontrais également une chef de mission qui partait régulièrement et me racontait les images marquantes, les bonnes comme les plus délicates. Nous avons bien sympathisé et j'espérais la revoir dans le cadre d'une mission. Le dernier jour, les dernières présentations, les ajustements, les questions-réponses et puis à tour de rôle le résultat de l'entretien. C'est bon. 3 petits mots, mais quel soulagement intense. Le chemin s'ouvrait, la prochaine étape se dévoilait. Avec les différentes discussions, je me portais candidate pour une mission au Cambodge en été. L'Asie m'attirait de manière inexplicable. J'ai rempli les documents sans penser au reste, à mes congés à poser, à mes préparatifs. Cela viendrait un peu plus tard. La fin du séminaire, les au revoir souriants, les contacts enregistrés et des souvenirs plein la tête. Je reprenais la voiture direction l'aéroport. Ma tête volait, mon cœur bondissait. J'avais en vue ce voyage au Cambodge où je pourrais apporter une petite contribution. Dans la voiture, ne tenant pas en place, je me suis arrêtée sur une place de parking et j'ai appelé ma mère et ma sœur. Ma mère a pris peur. Elle était surprise par l'annonce, ne comprenait pas trop et angoissait déjà à l'idée que je sois trop fragile pour partir dans ces conditions. J'ai balayé ses craintes, c'était ma décision et rien ne pourrait me faire changer d'avis. Ma sœur a été extrêmement étonnée et ne s'y attendait pas du tout. En rentrant à Antibes, j'ai finalement envoyé un message à mon frère, qui lui n'était pas du tout surpris et me soutenait dans la démarche. Je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, à ce qu'il aurait dit, à ses impressions. J'y pensais avec une certaine sérénité car je sentais au fond que mon père m'aurait comprise et m'aurait encouragée. Je gardais cette nouvelle pour moi au travail. Personne ne soupçonnait rien, c'était mon jardin secret. Cette perspective me permettait d'avancer et de gérer le stress ambiant qui m'accablait. Je vivais des changements importants dans l'organisation de mon entreprise et l'incertitude gagnait les personnes de mon équipe. Je tentais de les rassurer au mieux, ne sachant pas vraiment moi-même ce qu'il adviendrait. La dure tâche du chef d'équipe. Voilà pour ce chapitre 5. Alors ce chapitre 5 qui aborde eh bien un changement en fait, qui aborde le fait de se donner en fait les moyens de suivre ces élans de cœur. C'est-à-dire que j'ai eu cet élan de cœur de postuler pour une mission humanitaire. J'ai reçu une réponse positive et on m'a demandé de participer à un séminaire début mars 2013. Ce qui se passe, c'est que pour aller à ce séminaire, je me retrouve entre guillemets face à plusieurs de mes peurs personnelles. Et donc, soit je décide ça me fait trop peur et j'y vais pas.
soit, eh bien, j'y vais petit à petit, je prends mon courage à deux mains et j'adresse chacune de ces peurs l'une après l'autre. Et donc, on entre dans la notion de sortir de sa zone de confort et augmenter petit à petit, en fait, sa zone de confort jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, tout est confortable. Tout changement devient confortable. Donc, évidemment, là, quand j'en parle, c'est facile parce que j'ai 10 années de recul. Mais à l'époque, donc il y a 10 ans, pour moi, prendre l'avion toute seule, c'était vraiment assez compliqué. Parce que je voulais absolument être dans un partage avec quelqu'un, que ce soit une amie, un compagnon, quelqu'un de la famille. Pour moi, partir dans un avion, ça c'était synonyme de partir en voyage, et c'était synonyme de partage. Donc ça me faisait, j'avais pas envie de partir seule. Puis j'avais toutes ces images de, bah ouais, mais attends, si je pars seule, je vais être toute seule au restaurant, je vais être toute seule tout le temps en fait. Et donc ça touchait la part introvertie qui sommeillait, enfin elle sommeillait pas, elle était même plutôt importante à l'époque. Euh, et donc j'ai décidé vraiment de suivre quand même cet élan de cœur, d'être gentille avec moi-même, c'est-à-dire d'entendre les messages de cette voix qui avait peur et de la rassurer en fait, de lui parler, de la rassurer et de lui dire que tout allait bien se passer. Effectivement, donc je pars et puis je me retrouve à être en avance sur place. En avance, ce qui me permet d'une certaine manière, comme je suis la première, ça me permet d'entrer en contact avec les personnes, en tout cas les personnes de l'association, et donc entrer en contact avec un groupe restreint de personnes, ce qui me permet de créer un tout petit peu une zone de confort, une espèce de terrain connu, parce que j'ai pu avoir le temps en tout cas prendre le temps de les rencontrer en fait et d'apprendre à les connaître un tout petit peu avant que les autres arrivent. Et donc, quand on sort de sa zone de confort, il est bon d'essayer d'identifier qu'est-ce qui pourrait, dans la situation inconnue, me donner un minimum de confort. Pas pour s'enfermer dans ce minimum de confort-là, mais au contraire pour s'appuyer dessus, pour ensuite pouvoir profiter pleinement de l'inconfort ou de l'agrandissement de cette zone-là. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, quand on sort de sa zone de confort et comment dire, qu'on avance en fait par rapport à des peurs, qu'on dépasse des peurs, c'est de le reconnaître, de s'en rendre compte, et deux, de le célébrer. Là, dans le texte, je parle qu'à un moment donné, donc je prends cet avion, et puis quand j'arrive et que je prends la voiture, c'est là où je me rends compte que, waouh, j'ai fait la première étape, c'est-à-dire j'ai pris l'avion seule. Wouhou! Et donc, je me mets à rire d'un grand rire sur le parking du, du loueur de voiture. Et quand je rentre dans cette voiture, j'ai une joie immense parce que je me rends compte que j'ai dépassé une première peur et je me rends compte que bah, tout va bien, que je me sens bien, que je me sens joyeuse. Et en plus de ça, j'expérimente une énorme sensation de liberté. Pourquoi est-ce qu'on ressent une sensation de liberté à ce moment-là? Deux aspects. Premièrement, c'est qu'on vient de dépasser une peur et donc ce qui se cachait derrière la peur peut euh, éclore et peut se révéler. Donc c'est cette sensation de liberté. Et puis deuxièmement, à ce moment-là, en fait, je me retrouve à être au volant d'une voiture, à être complètement dans une liberté de mouvement, puisque non seulement j'ai dépassé une peur, mais en plus, je me retrouve devant une immensité de possibilités. Donc c'est vraiment là où on touche la notion de liberté intérieure qui se reflète à ce moment-là sur une liberté extérieure. Également, dans ce texte, je parle de ces rencontres humaines, en fait, où donc je ne connais pas et aucune de ces personnes, et pourtant, il y a quelque chose qui est de l'ordre du déjà vu, j'ai l'impression de la connaître. Et cela se crée pourquoi? Parce que on a une vision, enfin une vision commune, en tout cas une aspiration commune, et puis on est dans un environnement où on est tellement dans une zone d'inconfort tous, qu'en fait on laisse tomber les masques. On laisse vraiment tomber les masques et on s'exprime d'une manière complètement authentique,
dans l'être entier que nous sommes, donc avec nos fragilités et nos forces. Il n'y a pas besoin de mettre un masque dans ce contexte-là, puisque de toute façon, eh bien, on est tous à égalité là-dedans. On ne sait pas, on découvre, on a envie, on a des rêves, et en même temps, eh ben, on est dans une situation qui fait que ben, on a chacun nos vies qui nous ont amenés là précisément à ce moment-là. Et et il y a une véritable rencontre d'âme à âme, d'être à être, où le reste, nos masques de souffrance, nos masques de société, en fait, sont mis à plat. Et donc, il y a une communication directe qui se crée. Et c'est assez fabuleux parce que, parce qu'en fait, on se retrouve à être dans des rencontres, euh, tout simplement. Le mot, la véritable rencontre humaine. Donc on passe un moment ensemble, donc le week-end, et puis on a ce passage où on apprend en fait à tout ce qui va se passer pendant ces missions. Et puis il y a vraiment un moment marquant pour moi, c'est la notion la gestion du retour. Comment on gère le retour quand on part dans un pays vivre une mission humanitaire ou une mission de développement. On vit des conditions particulièrement difficiles. On voit également des choses assez bouleversantes. Euh, et c'est une part de nous qui évolue, qui voit autre chose, qui ouvre des perspectives vraiment différentes, qui ouvre en fait l'espace à l'intérieur de soi. Et comment on gère le retour? Parce que les personnes qu'on va retrouver au retour n'ont pas vécu ça, n'ont pas vécu cette ouverture particulière, n'ont pas vécu ce changement. Ça peut être dans une mission humanitaire, ça peut être dans tout autre cas de sortie de zone de confort. C'est vraiment, là je prends l'exemple du voyage humanitaire, mais ça peut vraiment s'appliquer sur plein de choses. Comment on gère le fait que la personne ou les personnes de notre entourage n'ont pas vécu en fait la même expérience ou n'ont pas vécu la même ouverture que nous? Eh bien, on le gère avec bienveillance et avec une ouverture, tout simplement. C'est-à-dire que on ne peut pas pousser l'autre à changer son point de vue parce que nous, on a changé de point de vue. On peut juste accueillir ce que l'autre vit, ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, avec amour en fait, et bienveillance et ouverture. Et, et oui, ça peut générer à l'intérieur de la colère, ça peut générer de la frustration, ça peut générer plein de choses. Et ben c'est quelque chose à gérer en nous, parce que l'autre finalement, eh bien il a sa propre bulle, sa propre zone de confort, sa propre ouverture. Et c'est en étant nous-mêmes, pas en étant dans comment je pourrais dire, dans la morale, mais plutôt en exprimant en fait tout ce qu'on a vu nous, tout ce qu'on a expérimenté, ce que ça a changé en nous, tout simplement en partageant l'expérience qu'on a vécue, sans vouloir convaincre, juste en étant soi. Et puis après, la personne, elle fait ce qu'elle veut avec. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à ce moment-là. Et la deuxième chose que j'ai appris à ce moment-là, qui m'a vraiment, qui m'a changé également pour la suite, c'est la notion de communication et de dire les choses. Parce que quand on part en mission humanitaire, les émotions sont effectivement assez exacerbées. Et donc à ce moment-là, pendant ce séminaire, on nous prévient de ça. Ça fait remonter des choses en nous. Et donc, ça peut être un peu électrique entre certains bénévoles. Et l'objectif, c'est de maintenir une cohérence pour la mission. Et comment on gère, du coup, ces émotions qui montent, ces potentielles électricités, cette potentielle électricité entre des bénévoles? Tout simplement en communiquant. Communiquer les non-dits. Et là, c'est la première fois que je l'entends. Que j'entends que, au lieu pour assurer la pérennité de la mission, ce n'est pas je mets sous le tapis ce qui se passe. C'est-à-dire, je ne mets pas la mission euh, tout puissante par rapport à l'individu.
Non. Et je ne mets pas non plus l'individu en toute puissance par rapport à la mission, non plus. Donc c'est la première fois que je me retrouve en présence de la cohérence globale du groupe nécessite que les non-dits individuels soient exprimés. Et donc on met sur le même plan en fait une harmonie individuelle et une harmonie collective. Pourquoi? Parce qu'on a un but commun, on a un objectif, on a un rêve commun et toujours revenir à ce pourquoi. Toujours revenir à ce pourquoi et en fait avoir cet espace d'ouverture de communication où on peut exprimer les choses afin d'apaiser en fait et de revenir à pourquoi on est là parce que on est dans cette mission. Donc voilà, c'est un début en fait de réflexion, un début d'ouverture à ce moment-là. Moi, j'avais pas pris conscience, c'est en vous en parlant maintenant que j'en prends conscience. C'est une première expérience, un début d'entrée sur la complémentarité de l'individu et du collectif. Les deux, et nous sommes dans une ère où on nous demande en fait d'harmoniser ces deux, de ne pas mettre l'un au détriment de l'autre ou l'autre au détriment de l'un. Les deux vont de pair et on peut vraiment réussir à trouver une harmonie entre l'individu et le collectif. Voilà, qu'est-ce qu'il y a également dans ce texte? Eh bien oui, donc je passe cet entretien qui me fait vivre beaucoup d'émotions également. Et c'est assez intéressant parce que comment savoir ce qui vient du cœur? Eh bien, à la fin de l'entretien, donc je reste dans mon authenticité et j'exprime en fait les choses, je dis les choses. Je cherche pas à mentaliser ce que je vais dire. Ça vient tout seul. Là, on sait que ça vient du cœur. Deuxième aspect, comment on sait que ça vient du cœur? Quand une décision vient du cœur, c'est que la tête, en fait, on n'a aucune info. On sait pas quand, on sait pas comment, on sait pas où, on sait pas grand chose, mais on sait qu'on y sera. C'est ce qui se passe quand à la fin de l'entretien on me dit c'est bon et que on me parle donc de plusieurs pays en Asie. Et là, il y a le Cambodge qui me vient et qui me dit oui, je serai là. Je ne sais pas comment je vais m'organiser avec mes vacances, avec le travail, mais je sais que j'y serai. Et donc ça aussi, c'est un élan du cœur qui est important de suivre. Après, ben, on verra les peurs que ça fait remonter, on verra l'organisation que ça va nous demander à mettre en place. Mais en tout cas, c'est une manière d'entendre les messages du cœur. La tête, après, va dire, oui, mais si, oui, mais ça, est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu penses à ça? Le cœur, à ce moment-là, il est certain qu'il va là. Donc c'était aussi une note importante sur comment identifier le cœur, c'est encore une autre manière de le faire. Et pour terminer, eh bien, à la fin du séminaire, donc j'étais dans ma bulle où en fait, je suis rentrée dans ma zone d'inconfort. Je me suis célébrée d'une certaine manière. J'ai profité, j'ai savouré, j'ai vécu des peurs, j'ai vécu tout ça. Et à la fin, quand je sais que c'est stable, c'est stabilisé, que ça y est, c'est bon. Enfin, en gros, le chemin est en train de démarrer pour moi, d'aller vers ce rêve que j'ai de partir à l'étranger. Ce chemin, il est en train de s'ouvrir petit à petit, un pas après l'autre. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'appelle ma famille pour les prévenir. Donc j'appelle ma mère. Ma mère, ça génère de la peur parce qu'elle ne voit que le fait que je suis en deuil. Et en fait, moi, dans mon aspiration, c'est un élan de vie qui m'emmène, donc j'ai une absolue certitude que c'est le bon chemin. Et donc, l'entourage ne comprend pas forcément en fait ces changements-là et rassurer. Le but, c'est de les rassurer. Et là, pour le coup, je les rassurais. Puis après, je dis, de toute façon, je vais le faire parce que je suis vraiment appelée à le faire. Je sens que c'est la voie pour moi. Et donc, derrière, elle a accepté. Ensuite, j'appelle ma sœur qui comprend pas, mais qui ok. Et puis, j'appelle mon frère qui lui me dit, mais c'était une évidence, par rapport au nouvel an qu'on a passé ensemble où on a beaucoup discuté. C'était une évidence. Donc, en fait, les perceptions de chacun, ma mère, ma sœur, mon frère, représentent en fait des parts de soi qui s'expriment tout simplement. Donc quand vous avez des réactions qui sont complètement différentes, des réponses complètement différentes autour de vous, prenez-les comme des informations qui vous viennent de l'extérieur par rapport à des ressentis intérieurs. Et donc ça devient un jeu presque intérieur de dire ok,
je comprends les peurs qu'il peut y avoir, je comprends l'incompréhension qu'il peut y avoir, parce qu'à l'intérieur de moi, ça se joue également comme ça. Voilà, et puis après, eh bien, il y a quand même une petite part où je parle au niveau du travail, qui pour moi, à ce moment-là, est vraiment euh, c'est vraiment au second plan. Eh bien, au travail, ça bouge également, c'est-à-dire qu'on est en train de nous annoncer une réorganisation où je n'ai absolument aucune information, je ne sais pas, et je dois rassurer les personnes de mon équipe. Et donc, je donne les quelques bribes d'informations que j'ai, et puis après, bah, je garde en moi le fait que j'ai de l'incertitude. Et tout ce chapitre vraiment parle du fait de changer des choses. Et il y a une phrase que j'ai écrite, que j'exprime, c'est que si je veux changer mon monde intérieur, c'est-à-dire si je veux retrouver qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, finalement changer mon monde intérieur, eh bien, une manière de le faire, c'est pour lancer la machine, pour lancer pour mettre en mouvement, c'est de commencer à modifier des choses à l'extérieur. Et puis ensuite, quand on commence à modifier des choses à l'extérieur, pour aller plus loin, eh bien, on peut de nouveau modifier des choses à l'intérieur. C'est cette espèce de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Une phrase de Brian Tracy qui dit, si tu veux changer des choses dans ta vie, tu dois changer des choses dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que ta vie, elle change, c'est à toi d'initier des changements, des petits changements, petit à petit, pas à pas, pas après pas, pas après pas. Ta zone de confort, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et tu changes. Et par le fait de changer des petites choses à l'extérieur, tu mets en mouvement des changements à l'intérieur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ton intérieur, ce qu'on dit aussi également dans la spiritualité, si tu veux changer le monde à l'extérieur, change-le à l'intérieur de toi. Eh bien, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. On pourrait penser que elles sont opposées, et pourtant, les deux sont vrais. Il y en a une qui permet de mettre en mouvement. Donc, si je veux changer à l'intérieur, je peux modifier des petites choses à l'extérieur. Ça va me mettre en mouvement, d'augmenter ma zone de confort. Et puis ensuite, si je veux changer mon regard sur le monde, si je veux que le monde autour de moi change, que ma réalité autour de moi elle change, que mes perceptions elles changent, eh bien, je dois également aller faire un travail intérieur pour modifier le regard que je porte sur les choses, la perception que j'ai sur les choses. Et donc, quand à l'intérieur de moi, je ressens de la paix, je suis dans un apaisement et je vois la paix autour de moi et je vois la joie autour de moi, mon monde extérieur change. Dans une spiritualité encore plus poussée, on dit que tout ce qui est en haut est en bas, que tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, que l'univers est à l'intérieur de nous. Et donc si je change ce qui est à l'intérieur de moi, tout l'univers autour de moi va changer également, parce que j'ai un véritable pouvoir transformateur. Voilà, c'est le début un peu de cette explication, enfin en tout cas de ce partage vis-à-vis du fait de changer les choses. Euh, je vous souhaite une magnifique journée et puis on se retrouve bientôt pour le chapitre 6. À bientôt.